Depuis 30 ans, le centre de formation des compagnons du Tour de France à Arras joue un rôle crucial dans la transmission de l'héritage du compagnonnage. En mettant l'accent sur la qualité de formation, l'excellence, l'entraide et le partage, nous avons contribué activement au développement professionnel d'un grand nombre de jeunes de la région Hauts-de-France, mais aussi du territoire national. Nos jeunes itinérants développent leur savoir-faire et savoir-vivre au sein d'un réseau actif d'apprenants, de formateurs et de compagnons. Ainsi, Arras est devenu un pilier dans la préservation et la promotion des valeurs du compagnonnage. Mais cette transmission ne s'est pas faite en un an. Cette incroyable histoire commence en 1992 à Gemont. En 1992, je suis arrivée à Gemont parce que j'ai suivi Bruno Daniel, j'étais sa compagne, qui avait été sollicité par les compagnons de Gemont pour la restauration de l'église de Damouzy qui avait pris feu. On part d'Auvergne, on arrive donc sur Gemont et le chantier de Damouzy terminé. Les compagnons de Paris étaient venus sur Gemont puisqu'il y avait une sollicitation de la mairie d'Arras à l'époque pour qu'un centre de formation s'installe à Arras. Aujourd'hui, il y a à peu près 227 bâtiments classés monuments historiques dans cette ville, ce qui est énorme pour une ville de 45 000 habitants. L'idée que les élus de l'époque, que ce soit de la ville ou du district, ont eue, c'est d'essayer de développer sur Arras des formations liées à l'entretien de ce patrimoine. Dans l'opposition, on soutenait beaucoup de projets en réalité, quand ils étaient porteurs d'avenir pour la ville. Et celui-là, celui de l'implantation des compagnons, porté par Gérard Barbier, on l'a toujours soutenu. J'ai rencontré bien sûr Bruno Daniel à cette occasion. Je suis venu aux premières réunions qui ont eu lieu ici d'ailleurs, puisque rapidement, les compagnons se sont installés dans les ateliers municipaux, les anciens ateliers municipaux. C'est surtout Bruno, pour lui c'était un challenge. Comme il m'avait dit à l'époque, tu vois, aujourd'hui on ne peut plus construire de véritables cathédrales. Et pour lui, le centre de formation était un peu ce même projet, quoi. Donc je lui ai dit ok, mais je te suis. Parce qu'on avait 2 enfants à l'époque et il était hors de question que je l'attende quelque part. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés le 14 juillet 1994 à Arras. Démarrage dans des conditions très réduites, puisque Bruno n'avait que ses machines portatives propres et il n'y avait pas d'électricité. Donc c'est une petite anecdote, il a fallu tirer l'électricité côté rue pour pouvoir mettre en fonctionnement les machines portatives. Nous avons eu les anciens ateliers techniques de la ville à disposition, ateliers qui existent toujours puisqu'ils sont dans le fond de la cour. Il restait une seule cellule de libre. Bon, c'était la plus moche, quoi. C'était oh là, voilà. J'ai dit ça va, ils vont repartir. Et puis 2 mois après, il y avait là un premier groupe, une petite quinzaine d'apprentis charpentiers qui étaient là. Voilà, ça s'est fait comme ça. Un garage, une caisse à outils, Monsieur Daniel. En collaboration avec la Fédération compagnonnique d'Île-de-France, les prémices de ce qui allait devenir l'Université des compagnons du Tour de France étaient posées. Le premier atelier, situé à l'entrée nord de la ville d'Arras, était prêt à accueillir les premiers apprenants dès septembre 1994. Démarrage du premier atelier de formation, c'est-à-dire en charpente, où nous avons accueilli 12 stagiaires, demandeurs d'emploi. Cette formation se passe relativement bien puisque nous avons eu cette première année 100% de réussite à l'examen. Donc premier diplôme, CAP. Bruno assurant la partie technique et moi j'ai assuré la partie enseignement général. À la suite de cette première année, donc, nous avons redémarré au mois de septembre 1995 une nouvelle session de stagiaires. Là ils étaient un peu plus nombreux, une quinzaine, entre 15 et 16. Et nous avons accueilli les 2 premiers itinérants
en septembre 95, 2 tailleurs de pierre. Je suis arrivé chez les Compagnons le 3 septembre 1995. J'ai connu les Compagnons par le biais des portes ouvertes. C'est une formation qui m'a tout de suite plu parce que je voulais travailler le bois. Pendant ma formation, c'est vrai que j'ai rencontré les premiers itinérants pendant les cours du soir parce qu'ils vivaient dans un petit appartement qui était proche du centre de formation. J'ai connu cet appartement parce que le compagnon qui était formateur nous a immergés dans la vie du Tour de France pour ceux qui avaient un souhait de partir sur le Tour de France après l'obtention du CAP. Donc oui, j'ai vécu avec les itinérants pendant une période de 15 jours. Alors moi, j'avais déjà envie de le faire. Moi, je suis rentré chez les Compagnons pour devenir compagnon, pas juste pour essayer. Mais à la suite de septembre, avant décembre, ils sont arrivés, ils étaient à peu près une dizaine d'itinérants. Des couvreurs, des charpentiers. Donc là, dans un F2, c'était un peu compliqué. Donc nous avons cherché une nouvelle maison pour accueillir les itinérants en nombre. Maison que nous avons louée au 14 rue des Teinturiers, qui est toujours le siège de nos itinérants actuels, pour accueillir les itinérants qui arrivaient en nombre, puisque cette année 1996, exactement, ils sont arrivés à 24 ou 26 itinérants. Malheureusement, cette maison n'était pas conçue pour accueillir des itinérants, hormis des pièces. Donc, avec Bruno et quelques itinérants, nous avons fait des lits en bois, acheté des matelas en toute urgence, et il y a eu la continuité des travaux, puisqu'il n'y avait que 2 sanitaires en bas, mais il n'y avait pas de salle de bain. On se lavait devant un lavabo à tour de rôle. C'était vraiment le camping, mais à la fois de super souvenirs parce que c'était hors norme, quoi. En partenariat avec la mairie d'Arras, les travaux de la maison Robespierre commencent en 1997. La ville avait acheté cette maison et finalement cette maison se dégradait. On n'en faisait rien et on sait que le sujet de Robespierre est un sujet sensible. Donc il fallait trouver une manière de préserver la maison, de la rénover, de lui donner une utilité. Les compagnons voulaient faire un musée du compagnonnage et la ville en fait a trouvé intéressant de leur confier le chantier, de travailler à la rénovation. Les travaux de la maison Robespierre n'ont pas été si simples que ça, puisque en découvrant toute la maison du sous-sol jusqu'au toit, nous avons découvert que la maison s'affaissait, pas côté rue, mais côté cour. Il y a eu des postes de dépose qui ont été effectués en partie par les services techniques de la mairie. Après, nous sommes arrivés avec les nouveaux éléments de plancher et de charpente que nous avions fabriqués dans les ateliers de la Fédération compagnonnique pendant la période de formation. Et en fait, c'était sous la forme d'un chantier-école, ce qui était très bien pour les apprenants, puisqu'au moins on faisait des cours qui étaient en relation avec la réalité. Les jeunes étaient vraiment très très contents d'y participer. Par contre, il est clair que ça a eu un impact sur les cours en enseignement général, puisque les jeunes y étaient très très souvent et donc on a dû adapter et nos horaires et notre pédagogie. Il fallait suivre ça de très très près. Mais bon, total des courses, le chantier a duré 2 ans et c'est bien terminé. Et en remerciement, la ville d'Arras nous a laissé cette maison et on a pu en faire un premier musée qui existait et qui prenait toute la surface du rez-de-chaussée. Donc après ce chantier, en tout cas la même année du début des travaux de la maison Robespierre, une forte demande des entreprises existait, notamment en couverture et en maçonnerie. Donc nous avons créé un nouvel atelier, donc le premier en 1997 en couverture, suivi en 1998 d'un atelier de maçonnerie. Alors au début, c'était un formateur qui était compagnon tailleur de pierre, qui faisait cette formation-là pendant les années 97-98. Après est arrivé Robert Sinzael, qui a pris le flambeau et qui a perpétué et augmenté ce secteur. L'année 1998 marque également la nomination de Laurence Daniel en tant que dame hôtesse des Compagnons pour une durée de 5 ans. Je l'ai ressenti comme, je ne vais pas dire une fierté, loin de là. J'étais un peu apeurée parce que qui dit dame hôtesse, là vous commencez à avoir un statut. Donc même si j'avais un engagement mais complètement personnel et non intéressé, là je savais que je m'engageais un peu plus pour le compagnonnage, c'est-à-dire être présente à des cérémonies, à des réunions, à des réceptions. Donc l'engagement était complètement différent, mais je l'ai ressenti comme un bel honneur
Et je pense que particulièrement Bruno Daniel était très fier. Parce que moi, le fait que j'intervenais auprès des jeunes itinérants tous les jours, après ma journée de travail, c'était du bénévolat pur. Ça l'est toujours, hein, plus de 25 ans après. Ça l'est toujours, mais c'était avec mon cœur. Et là, je veux dire, avec le cœur d'une maman, entre guillemets. J'avais peur qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ne mangent pas à leur faim, qu'ils ne s'occupent pas bien de leur linge. Donc au début, je lavais les draps, les torchons. Voilà, c'était un petit peu mon engagement et mon dévouement. Donc forcément, de devenir dame hôtesse, je passais à un cap autre. Même si le cœur était toujours là, forcément. De toute façon, c'est obligé. Mais c'était autre chose, quoi. C'est pas pareil. En 2001, le centre d'Arras connaît une accélération significative de son développement. Notre centre historique de Jeumont fusionne avec celui d'Arras pour constituer qu'un pôle majeur du groupe Île-de-France Nord-Pas-de-Calais. C'est également cette année-là que nous sommes officiellement reconnus comme centre de formation des apprentis, CFA, par le Conseil régional. Cette reconnaissance nous incite à ouvrir un nouvel atelier dès l'année suivante. Ainsi, en 2002, après les ateliers de charpente, de couverture et de maçonnerie, l'atelier de peinture-décoration voit le jour. La session peinture elle est fermée sur Jeumont, donc il m'a demandé éventuellement si je venais participer à l'ouverture de la session de peinture sur Arras. Il a fallu mettre en place tout, l'organisation, les cours, la préparation des cabines, les mettre en place par rapport au référentiel. On accueillait en public, je dirais, tout ce qui était les formations adultes. L'apprentissage commençait à s'ouvrir, différents publics. Dans la première session, on devait être 10-12 élèves avec différents niveaux par contre. On était là avec, la formation continue, un peu l'apprentissage. Tout démarrer, voilà. Les prochaines années seront le théâtre d'une transformation remarquable pour le centre d'Arras. Un nombre croissant d'apprentis viennent s'y former et obtenir leur diplôme avec succès. La notoriété du centre ne fait que s'amplifier en le positionnant comme un acteur essentiel de la formation professionnelle dans la région. Nous franchissons une étape cruciale en proposant pour la première fois un parcours étudiant en 4 phases à nos apprenants. Cette initiative, unique au niveau national, établit les bases de l'Université des Compagnons du Tour de France et marque le début d'un parcours universitaire complet. J'ai vu un jour Bruno Daniel m'expliquer qu'il souhaitait franchir des échelons, de ne pas se contenter de former des CAP pour le CAP ou pour le brevet. Il voulait aller au-delà. Et il me dit, ça serait bien qu'on puisse continuer à former au-delà du bac, au-delà du secondaire, pour pouvoir former justement c'était l'idée des chefs d'entreprise. Donc très très rapidement, il a mobilisé les équipes pour qu'on puisse mettre en place cette université compagnonique qui devait être la première de France. Donc, quand le projet de l'université compagnonique s'est mis en place, M. Daniel nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on se mette au niveau, que comme d'habitude, il ne fallait pas économiser ses efforts, qu'il fallait justement se bouger pour pouvoir accueillir ce public qui était destiné à de plus hautes études. Et on ne réussit rien si on ne croit pas, franchement, et si on ne porte pas le projet le plus loin, le plus haut possible. En 2011, la ville d'Arras met à notre disposition le bâtiment historique de la salle de l'Harmonie, datant du 19e siècle. Ce lieu est destiné à devenir un centre d'études de haut niveau, dédié aux arts et métiers, et portera le nom de Pôle Compagnon et Maître d'œuvre. On était là-bas à temps plein avec nos cours de techno, de dessin, on les faisait sur place. Ça nous évitait des allers-retours et la pratique, on suivait juste derrière. Il y a juste que l'enseignement général qui restait au centre, mais tout ce qui était métier, dessin éventuellement et techno, on était parti là-bas à la salle de l'Harmonie, on restait là-bas 3 jours sans revenir, sans repasser par le centre. Les élèves étaient très motivés parce que c'était quand même un chantier sur un bel édifice, avec de belles teintes, de belles recherches, de belles matières. Vraiment des vraies conditions de chantier. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi aux jeunes, d'avoir un moment une part de responsabilité en tant que chef d'équipe, et de diriger un peu les autres apprenants. Les
Les années passent, mais notre détermination à progresser reste inébranlable. Même si le concept Université Compagnon a été inauguré en 2006, la première formation Dust débutera en 2013. Entre 2006 et 2013, on a expérimenté plusieurs choses, dont des BTS, aménagement, finition et charpente couverture, mais aussi des certificats professionnels. Et puis finalement, on a opté pour le Dust et la licence pro en partenariat avec le CNAM, donc Conservatoire national des arts et métiers de Lille et de Paris. M. Daniel a créé un parcours universitaire d'études en 4 phases, dont les phases sont les suivantes. Donc, la première phase, c'est la découverte des métiers destinés aux collégiens. La deuxième phase, c'est l'apprentissage du métier, donc destiné aux jeunes qui entament un parcours en CAP, certificat d'aptitude professionnelle. La troisième phase est la maîtrise du métier, pour tous les apprentis qui poursuivent en brevet professionnel, donc qui est un diplôme de niveau bac. Et la dernière phase, l'encadrement du métier, destiné aux jeunes qui entameront un parcours d'études supérieures en Dust et en licence pro. Le Dust lui semblait beaucoup plus adapté et au rythme des entreprises. Il lui semblait que ce Dust, en tout cas que le contenu en était plus concret et que ça correspondait davantage à ce qu'il attendait d'une formation universitaire. Monsieur Daniel était très attaché aux réalisations concrètes. La particularité du Dust était également le fait que l'on puisse créer nos propres modules, puisque nous avons été amenés à travailler en collaboration avec le CNAM. On avait l'occasion de s'approprier davantage les contenus et de créer nos propres modules, alors que les modules du BTS nous étaient davantage imposés. Et M. Daniel préférait davantage l'aspect sur mesure de ce projet. Pour la première session, nous avions eu 7 apprenants. Et ensuite, c'est en moyenne un effectif de 10 apprenants par session. Alors, la licence pro s'est lancée en 2015. La licence pro était la suite logique du Dust bâtiment et construction. M. Daniel la voulait sur 3 axes, pour ne pas se contenter de former que des conducteurs de travaux. Donc, le premier axe est un axe transmission, pour permettre aux jeunes licences pro de pouvoir devenir formateurs. Le deuxième axe est un axe entrepreneuriat, qui permet aux jeunes de pouvoir créer ou reprendre une entreprise. Le troisième axe, c'est l'axe de la conduite de travaux. Donc un apprenti qui suit la licence pro doit obligatoirement suivre les 3 axes. Et après, c'est l'apprenti qui fera son choix de savoir s'il part dans la conduite de travaux, s'il décide de créer une entreprise, de reprendre une entreprise, ou s'il décide de transmettre et de former les jeunes. D'un défi à un autre, nous décrochons des chantiers études de réhabilitation sur le territoire. Le poids public a suscité beaucoup de conversations très enjouées parce que il y avait un cahier des charges à respecter, bien évidemment, et puis il y avait aussi des travaux qui étaient très lourds, il faut l'avouer. Le poids public n'était pas en bon état et les travaux étaient très lourds. Le plus gros travail, je pense, était quand même la restauration des défaillances. Où là, je veux dire que notre Robert, notre formateur et la mairie avait quand même un gros souci d'aller chercher ces éléments en Italie, parce que c'était quand même des pièces bien spécifiques. On a toujours fonctionné avec une nomination d'un chef de chantier, qui dirigeait toujours une petite équipe de 3-4. Moi, j'ai toujours amené les BP vers cette vision, ce qui me permettait aussi de prendre un peu de responsabilité. Je pense aussi de les intéresser au chantier. Alors aussi, ça sortait un peu du CFA. On était à l'extérieur, on était sur un petit échafaudage, où là, il y avait c'était le public placé, le public regardé. Et puis, on était aussi bien accompagné par la mairie. Il y a eu une petite réception finale, avec le mot du maire, non, mais vraiment qui était un chantier très valorisant, en tout cas pour nous, pour tout le monde, je pense. Confier des chantiers d'exception aux compagnons, c'est une manière en fait de connecter en quelque sorte la volonté de la ville de préserver son patrimoine, de profiter de l'expérience, de l'expertise, de la compétence des jeunes et des formateurs qui sont présents ici sur Arras, aux artisans, aux hommes de métier qui accueillent souvent des apprentis et qui finalement, autour de ce type de chantier,
peuvent s'essayer, exercer leur talent et montrer en quelque sorte tout le savoir-faire que peut en fait construire le territoire pour des jeunes, pour des compagnons, pour des artisans et toute une série de professions et de métiers qu'on a besoin en fait de valoriser. Après 20 ans d'existence, ayant permis à de nombreux jeunes, revenus compagnons après avoir accompli leur tour de France, de devenir des professionnels reconnus et qualifiés. Les centres d'Arras et de Jeumont forment le 19 décembre 2015 la 15e fédération des compagnons du Tour de France. J'ai pris la présidence en 2015 de la fédération suite à la séparation avec la fédération Île-de-France. Nous sommes séparés puisque nous étions devenus suffisamment importants pour ne plus forcément être sous la coupe de Paris. Et puis en même temps, ça protégeait un peu les deux sites. Il n'aurait pas fallu que la chute de l'un entraîne la chute de l'autre. Au cours de mon mandat, il y a eu les travaux ici sur Arras, donc l'agrandissement, voire même la construction des nouveaux locaux. Ça a duré quand même plusieurs années, c'était quand même un gros chantier. Il y en a quand même pour plus de 6 millions d'euros. Alors, nous avions décidé d'agrandir ici parce qu'on voulait améliorer déjà l'outil de formation et puis pouvoir s'agrandir aussi un peu. Comme on était un peu coincé ici dans nos locaux parce qu'on est un peu en cul-de-sac, on va dire. Donc il venait urgent quand même de refaire quelque chose, d'un outil qui soit un peu plus apte à faire de la formation de qualité. Un lieu qu'on a été très fiers d'inaugurer en leur présence et un lieu qui aujourd'hui est véritablement une fierté à l'entrée nord de la ville et qui complète en quelque sorte une présence d'enseignement supérieur et de formation très fortement présente sur Arras, avec l'université des métiers et puis tous les lycées professionnels qui sont ici très affirmés. On a 10 000 étudiants sur Arras et les compagnons font partie de cette excellence qu'on est très fiers de pouvoir avoir ici. L'année 2018 a également été marquée par la perte de Bruno Daniel, fondateur de l'Université des compagnons du Tour de France d'Arras. La perte de Monsieur Daniel a été compliquée émotionnellement et professionnellement. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, je me suis demandé ce qu'on allait devenir. Ça a été une grande cassure. Ça a été aussi la fin de 30 années de rencontres et d'une belle amitié qui s'était créée comme ça au cours des années. Alors ça a été mon mentor, parce que c'est lui qui m'a appris le métier et qui m'a donné les bases du métier et l'envie de devenir un bon charpentier. Après, on le cite un peu comme exemple, voilà, même chez nous, des fois, dans notre société. Voilà, si on peut parler de rigueur, c'est ma référence. Voilà. C'était une très forte personnalité. Je crois que les salariés, l'équipe dont une partie existe toujours aujourd'hui, est toujours imprégnée de son influence. Si aujourd'hui les compagnons sédentaires des Hauts-de-France sont toujours présents et n'arrêtent pas d'augmenter, c'est grâce à Bruno qui a vraiment laissé une empreinte forte, que ce soit compagnoniquement parlant, qu'en tant que directeur du centre de formation. Les compagnons m'ont demandé de reprendre la direction après le décès de Bruno Daniel, poste que j'ai accepté pour assurer la continuité. Alors je l'ai fait surtout en reconnaissance pour Bruno, en reconnaissance pour les compagnons et aussi pour l'équipe, puisque nous étions quand même très, très bouleversés, très chamboulés. Il fallait qu'ils sentent que quelqu'un était là pour les soutenir. En 2018, nous créons un nouveau centre de formation à Fourmies pour accueillir les apprentis dans ces nouveaux locaux, puisque Jeumont devenait très vétuste.
Il m'a semblé opportun pour moi de me faire accompagner. Et la personne qui était la plus sensée pour moi était Cédric Piotowski, avec qui nous avions travaillé quand même plusieurs années ensemble sur le côté administratif. Et Bruno avait tous les espoirs sur Cédric. Il avait beaucoup d'amitié, beaucoup de respect et beaucoup d'espérance en ce jeune homme, puisque c'était un jeune homme à l'époque. Quand Laurence me l'a proposé, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais aussi un peu d'appréhension quand même. Parce que voilà, il fallait que je prenne la suite de Monsieur Daniel, de Madame Charamont, qui était là depuis une grosse vingtaine d'années, et je me suis dit que ça ne serait pas aussi simple que ça. Quand j'ai pris la direction en 2019, l'objectif était de stabiliser le navire, ce qu'avait fait Laurence l'année précédente, et de rassurer les équipes. Aujourd'hui, on continue de développer le centre et de le moderniser, et tout cela est possible grâce aux équipes qui m'accompagnent chaque jour, et aux compagnons membres du conseil d'administration qui me conseillent et m'épaulent au quotidien. Dans la continuité du développement des centres de formation, nous avons dû quitter le centre historique de Gemont pour plusieurs raisons. Parce que les locaux étaient vétustes, mais aussi parce que la ville avait un projet d'urbanisme qui passait en plein cœur du centre. Donc nous avons acheté le bâtiment à Ricchini, qui nous a permis donc de déplacer la formation de menuiserie et en même temps de pouvoir réinvestir dans du matériel. Ce bâtiment est beaucoup plus adapté à la formation, même s'il demande encore pas mal de travaux, mais ils sont beaucoup plus confortables pour la formation. À Fourmi puis à Ricchini, nous apportons une formation de qualité qui a été reconnue par Calliope, et ça permet aussi en même temps aux jeunes de pouvoir partir sur le Tour de France. Ça n'a rien à voir avec partir une semaine ou 15 jours en vacances en prenant le train ou l'avion. C'est vraiment vivre avec les gens, vivre avec leur rythme, leur tradition, et changer de ville chaque année, s'adapter chaque année dans une nouvelle ville, dans de nouvelles traditions, dans un nouvel fonctionnement, dans des méthodes de travail différentes, dans des philosophies différentes, dans des matériaux différents. Et ça permet de pouvoir s'élever beaucoup plus rapidement que ceux qui restent tout le temps dans la même entreprise et dans la même région. Moi, j'ai voyagé pendant 9 ans sur l'ensemble du Tour de France et même en Allemagne. Je propose à tous les jeunes qui ont envie de voyager et de le faire, quoi. Alors, moi, le Tour de France, je l'ai démarré le 6 septembre 1996. Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé mon Tour de France en Guadeloupe. Un compagnon charpentier m'a permis d'avoir une expérience d'un voyage hors métropole sur l'occasion sur laquelle j'ai sauté quand on me l'a proposé, parce qu'il n'y a pas forcément été une super bonne nouvelle pour ma mère surtout, qui se faisait déjà des cheveux blancs de me voir partir à 800 km dans la France. Là, 8000 km, c'était quand même un gros projet. Donc je suis parti sur mon Tour de France en septembre 2001. J'ai commencé en première ville à Grenoble, au siège des Chirolles pendant 8 mois, où j'ai été adopté aspirant en mars 2002. Ma maquette d'adoption, c'était un pavillon en L, avec 2 faîtages de pente et une lucarne dans la noue, avec une croupe droite d'un côté et une croupe ronde de l'autre. Et ma maquette de réception, c'était un pavillon carré avec 2 raccords droits, un raccord d'homme et un raccord mansard. Alors je suis parti sur le Tour de France, donc après ma formation ici en 1999. Donc j'ai fait plusieurs villes. J'ai commencé par Annecy, ensuite je suis allé à Orléans, ensuite à Grenoble et je suis revenu par Paris. J'ai vraiment rencontré des gens très intéressants et de tout domaine et tout métier d'ailleurs. En tant que jeune, quand on démarre à 16-17 ans, nous oblige à nous adapter, à avoir envie d'apprendre par le biais des cours du soir, parce que c'est pas forcément quelque chose de faire beaucoup d'heures le soir sur la formation après les journées de travail. C'est vrai qu'à une certaine époque, les cours du soir étaient quelque chose de classique chez les personnes qui travaillaient et qui voulaient évoluer dans le métier, mais c'est devenu quelque chose d'assez atypique au jour d'aujourd'hui. Le but du Tour de France, c'est de se perfectionner dans son métier et de retransmettre son savoir aux plus jeunes, ceux qui ont envie d'apprendre. Il n'y a que ça qui est primordial en fait, c'est de transmettre notre savoir, ce que l'on a appris de nos anciens, et le retransmettre à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial.
On ne peut pas se passer de ces choses-là, c'est pas possible. Pour continuer à faire vivre le Tour de France, en tant que chef d'entreprise, on continue à accueillir des itinérants tous les ans dans l'entreprise. On a 2 itinérants tous les ans qui changent au mois de juillet. On essaye de venir de temps en temps pendant les cours du samedi, pendant les cours du soir, pour leur donner des cours spécifiques sur la charpente, sur la technologie du métier, et continuer à les suivre le plus régulièrement possible. Le plus important sur l'avenir, ça serait quand même le départ Tour de France pour nos jeunes, nos jeunes apprenants. Même si on en fait partir, on aimerait en faire partir beaucoup plus. Voilà, dans tous nos métiers, je pense que le Tour de France est important. Aujourd'hui, l'Université des Compagnons de France, c'est 5 sites. Mais c'est aussi 400 apprenants par an et plus de 10 000 depuis 1994. C'est 150 diplômés chaque année, 92% de réussite aux examens, 85% d'insertion professionnelle et plus de 30 chantiers écoles. Nous avons posé des bases solides, formé des générations talentueuses. Avec les innovations qui nous attendent, l'évolution des métiers et des compétences, nous serons toujours là, dynamiques, adaptables et prêts à répondre aux besoins de demain. Mais tout cela est impossible sans vous, nos partenaires, nos équipes et surtout nos apprenants. Do I have what it takes to make you fall?